Bonjour et bienvenue dans Forecast, le podcast qui met la lumière sur la trésorerie et les trésoriers. Je suis Jean-François Galéa et je serai votre hôte tout au long de cette émission. Forecast, c'est à chaque épisode une rencontre avec un professionnel de la trésorerie inspirant qui partage sa vision du métier, au présent comme au futur. Parce que la première année, si tu veux, surtout quand une fonction n'existe pas, tu subis beaucoup plus l'activité que tu n'es capable de l'anticiper et de la gérer. Donc, le but était de la subir le moins possible et de l'anticiper le mieux possible. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Florence Sebag. Florent est en charge de la trésorerie et du financement du groupe AXA Opération. Bonjour Florent, je suis très content de te recevoir. Bonjour Jean-François. Pour commencer, une petite question simple. Comment vas-tu aujourd'hui ? Je vais très bien. Écoute, je suis à la veille de mes vacances. Donc, tout va bien. Très bien. Donc, dans un premier temps, ce que j'aimerais bien savoir, c'est qu'est-ce qui t'a amené vers la trésorerie ? Pourquoi est-ce que tu as choisi ce domaine ? Donc, moi, j'ai pas vraiment choisi le domaine de la trésorerie. Pour moi, la trésorerie, c'était avant tout une somme de hasard dans le groupe AXA, si tu veux. On a une capacité d'évolution qui est assez forte et qui te permet de passer d'un poste à un autre assez facilement et de postes qui parfois n'ont pas de lien les uns entre les autres. Donc moi, je me suis retrouvé à la trésorerie d'AXA Groupe Opération parce que il y avait une création de postes dans cette société. Et que le directeur financier connaissait bien ma boss de l'époque. Donc, par bouche à oreille, création de poste, on m'a proposé le job. Je faisais pas de trésorerie. J'ai dit banco, ça m'intéresse. Je suis content d'apprendre un nouveau métier. D'accord. Tu viens de quel background ? Donc, si ce n'est pas de la trésorerie, quelles sont les étapes par lesquelles tu es passé ? Alors, moi, tout d'abord, j'ai fait des études d'économie avec une spécialisation finance de marché. Et quand j'ai commencé à travailler, j'ai été consultant pour un éditeur de logiciels financiers pendant 8 ans. Puis j'ai rejoint AXA pour travailler sur ce logiciel qui était à l'époque utilisé à la direction financière du groupe. Et doucement, j'ai quitté le monde du logiciel pour aller vers l'opérationnel. Et quelles sont les principales difficultés que tu as rencontrées et quelles sont comment est-ce que toi tu as géré justement le fait de passer du projet à l'opérationnel ? Parce que même si la transition a été douce, j'imagine qu'il y a des changements qui ont été quand même assez importants. Oui, alors même si... Oui et non. En fait, la difficulté, elle n'était pas d'un point de vue métier parce que c'était à travers l'outil, c'était des sujets sur lesquels je travaillais déjà. Donc, j'ai pas eu de difficulté d'un point de vue métier. En revanche, quand tu restes dans la même équipe, tu as forcément une image au sein de cette équipe et donc tu peux avoir une problématique de crédibilité sur les sujets que tu vas traiter parce que tu es étiqueté outil, par exemple, et que si tu deviens métier, il faut le temps que les gens s'habituent à cette nouvelle à ce nouveau rôle et c'est pas forcément quelque chose de très naturel. Donc si je devais remonter une difficulté pendant ce premier changement de poste, ça serait celle-là en fait. D'accord, très bien. Et donc, maintenant que tu es donc chez AXA Group Operations, est-ce que tu peux me parler un petit peu de ton périmètre et des différentes problématiques que tu rencontres ? Oui, alors AXA Group Opération, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est la société de service du groupe AXA, dans le sens où on est en charge de tout ce qui est achat et maintenance du matériel informatique du groupe AXA. Et quand je dis matériel informatique, c'est aussi bien tout ce qui est infrastructure que ce qui est logiciel. Et pour tout le groupe AXA, partout dans le monde. Donc, aussi improbable que ça puisse paraître, AXA Group Opération dans le monde, alors qu'il ne travaille que pour le groupe AXA, ça représente 1,5 milliard de chiffre d'affaires. Donc, c'est la taille d'une ETI. Ça commence à être significatif et pourtant ce n'est que de l'activité en interne dans le groupe AXA. Donc pour moi, une fois cela dit,
pour moi, les problématiques étaient des problématiques un peu différentes que celles qu'on pourrait avoir dans un groupe, dans une ETI classique. À savoir que on avait les inconvénients, probablement, on a les inconvénients de la taille importante du groupe AXA, puisque c'est une société du CAC 40, donc avec des contraintes importantes, aussi bien en termes de standards groupe que de compliance, qu'aussi d'obligations, parce qu'on est rattaché, parce que notre mère est une société financière. Donc on a énormément d'obligations et on n'avait pas pour autant les avantages de l'ETI, à savoir la souplesse dans les process, le fait d'être rapide et de pouvoir agir vite sur les process qui fonctionnent pas. Donc pour moi, les difficultés, c'était vraiment ça, c'était de se dire comment est-ce que je peux j'arrive dans une société sur laquelle le poste n'existe pas, il faut que je crée un département de trésorerie. Comment est-ce que je peux le faire de façon le plus optimum possible, le plus rapidement possible, parce qu'il y avait aussi une attente du top management. Donc, comment est-ce que je peux le faire le plus rapidement possible, tout en respectant les contraintes liées à un groupe de la taille du groupe AXA. Parce qu'avant, il y avait quoi en fait, avant que tu arrives, à quoi ressemblait la fonction trésor au sein d'Axago? En fait, la fonction, il n'y avait pas de fonction trésorerie. C'était les comptables qui, dans chaque pays, gérer leur trésorerie comme ils le pouvaient, sans faire de véritables prévisions. Alors, ça fonctionnait de moins en moins bien. C'est pour ça que la fonction trésorerie a été créée, parce qu'aussi, historiquement, AXA Group Opération, ça a été plus petit, ça a grossi. Certainement, c'est devenu certainement plus gros que ce que les créateurs imaginaient au début. Et de fait, quand on a 1,5 milliard de chiffre d'affaires, c'est plus possible. Dans combien de pays aujourd'hui ? Dans une quinzaine de pays. Voilà. Donc c'est plus possible de laisser de ne pas gérer ce pan de l'activité. Il faut que ça devienne une fonction à part entière qui doit être suivie, qui doit être optimisée. Et c'est ça qu'on m'a demandé de mettre en place. En fait, il a fallu qu'on se mette d'accord avec le CFO sur les mandats qui étaient les miens, puisque de toute façon, comme il n'y avait pas d'activité de département de trésorerie, il a fallu qu'on s'accorde sur les mandats de la trésorerie. Puis c'est d'autant plus vrai que, comme pour moi, c'était un nouveau métier, j'avais pas forcément en tête ce que faisait le trésorier non plus. Donc on s'est mis d'accord sur les mandats. Moi, j'ai façonné un poste aussi un peu à mon image et à l'image du groupe, à savoir, il fallait répondre aux problématiques du groupe et il fallait aussi que le poste me plaise. Donc en fait, comme c'était une création, j'ai eu cette chance de pouvoir d'abord me focuser sur les sujets qui me plaisaient le plus et que je trouvais le plus stimulant intellectuellement. Et c'est ça qui pour moi était clé, c'était d'avancer toujours sur des sujets. Alors, on peut pas, même quand on a un métier passionnant, on ne peut pas faire 100% de choses intéressantes, on est d'accord. Hein. Et il y a forcément une part qui peut être rébarbative, mais évidemment, mais quand même, j'ai essayé d'axer le développement du département sur les sujets que je trouvais intellectuellement le plus stimulant et le plus intéressant. Et ces sujets, c'était lesquels ? Alors, ces sujets, à la base, comme moi je venais, oui, comme moi je venais du et peut-être aussi par confort, comme je venais d'analyse de risque change et taux, j'ai voulu d'abord commencer par travailler sur le risque de change. Ça ne veut pas dire que c'est le sujet qui a abouti en premier, mais c'est le premier sujet sur lequel je me suis collé, parce que c'est le sujet sur lequel j'étais le plus confortable. Et après, j'ai commencé en parallèle à rentrer dans les sujets d'optimisation du cash à court, moyen, long terme. Et qui dit optimisation du cash dit prévision. Et là aussi, j'ai découvert des choses extrêmement intéressantes. Et une fois que ces prévisions ont été mises en place, j'ai travaillé sur l'anticipation et l'analyse des problématiques, parce que la première année, si tu veux, surtout quand quand une fonction n'existe pas, tu subis beaucoup plus
l'activité que tu n'es capable de l'anticiper et de la gérer. Donc, le but c'était de la subir le moins possible et de l'anticiper le mieux possible. Et justement, ces jalons, comment est-ce que tu les as fixés? Est-ce que c'est une question de faisabilité, d'importance du risque, de ressources? Comment est-ce que tu as déjà défini ces jalons et tu les as ensuite priorisés? C'est une somme de tout ça. Mais je pense que d'abord, j'ai pris ce qui, pour le top management, était clé. Donc les problématiques clés, je me suis dit il faut qu'on les traite en premier. Et là-dessus, après, je me suis fait une feuille de route qui tenait compte des ressources disponibles. Les ressources, concrètement, c'était moi et les consultants qui m'ont un peu accompagné au début. Mais voilà, c'était ça, c'était de se dire j'ai des ressources définies, j'ai des objectifs fixés par le top management qu'il faut atteindre. Ah, tout à fait. Tout à l'heure, tu parlais des deux problématiques, risque et cash management, sur lesquelles tu avais travaillé. En termes de risque, quelles sont exactement les problématiques que tu as sur ton périmètre? On parle de quoi quand on parle de risque chez Axago? Alors, chez Axago, il y a énormément de risques différents, mais chez moi, la problématique risque est uniquement liée au risque de change. Donc en fait, si tu veux, comme on a une activité dans une quinzaine de pays différents, on est forcément exposé à plusieurs niveaux au risque de change. On va être exposé par nos flux opérationnels, ce qui est le risque de change transactionnel. On va être exposé également sur notre bilan par la valeur des titres de participation de nos filiales à l'étranger. Si j'ai une filiale dont le bilan est en dollars aux États-Unis, par exemple, la variation du cours de dollar va avoir un impact sur la variation de la valeur de ces titres dans mon bilan. Donc là encore, il y a un risque qui est un risque de change qu'on appelle le risque translationnel. Et enfin, il y a le risque financier parce que on a on met en place des financements avec nos filiales en devises étrangères et forcément. En tout cas, quand il n'y a pas d'actifs sous-jacents pour la filiale, on peut imaginer qu'il faut ça peut être intéressant de mettre en place des couvertures de change également. Donc en fait, voilà, il y a ces trois risques de change que nous on suit, qu'on monitore et sur lequel on met en place ou non des stratégies de couverture. Mais voilà ce qui est suivi chez Axago. D'accord. Et donc sur le deuxième volet, la partie cash management, quelle est la principale problématique, on va dire, que tu as rencontrée? Eh bien, écoute, assez paradoxalement, en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est comme on est une société interne, on a tous nos clients sont des clients AXA, et même si on a de très bonnes relations avec nos clients, parfois ils se mettent un petit peu moins de contraintes sur les délais de paiement. Donc on a effectivement des délais de paiement qui sont relativement longs pour notre secteur et qui vont créer des tensions sur le cash. Des tensions parce que, comme encore une fois, on est une société interne, on a des marges très faibles. Le but c'est pas de marger, mais le but c'est de fournir du service au groupe. Donc, en fait, pour financer à la fois nos investissements et notre BFR, on a très peu de marge de manœuvre. Voilà. Donc, en termes de cash management, la difficulté, c'était de gérer un BFR extrêmement tendu, lié à la fois à nos clients et au fait qu'on soit relativement peu capitalisé et qu'on ait des marges très faibles. Voilà. D'accord. Et comment donc tu as réussi à gagner sur ces sujets-là? Comment tu as réussi à améliorer ces indicateurs? Donc, si tu veux, Jean-François, pour régler les problématiques de cash management, on a étudié les différents leviers qui s'offraient à nous. Les leviers, c'était optimiser notre BFR et s'assurer que nous ayons les moyens de financer nos investissements long terme. Donc, le court terme, comment est-ce qu'on l'a amélioré? On a réussi à réduire drastiquement le niveau, les délais de paiement de nos clients
Parce que qui dit groupe interne dit aussi pouvoir de pression en interne du top management sur nos différents clients, et ça a très bien fonctionné. Et puis maintenant tout le monde joue le jeu, donc on a des délais qui sont bien meilleurs, on a amélioré notre BFR grâce à ça. On a également sur le long terme mis en place des prêts avec le groupe, des prêts plus long terme pour assurer un financement périn dans le temps. Mais c'est vrai que structurellement, on a eu des challenges assez importants pour trouver du financement, sachant que les règles dans un groupe comme le nôtre sont de limiter au maximum le financement externe. Donc, quand on veut être financé, il faut se faire financer par une entité opérationnelle, AXA France par exemple, donc société d'assurance, ou par le groupe lui-même, qui est notre maison mère, qui va soit injecter du capital, soit nous faire des prêts également. Quand toi tu dois recruter quelqu'un, quels sont les éléments que tu recherches chez un candidat? Alors, moi, quand je vais recruter quelqu'un, je vais pas dire que le background ne compte pas. Évidemment, ça compte. Mais je pense que j'attends juste le minimum de connaissances. Mais ce qui va être le plus important pour moi, c'est que le candidat réfléchisse et pense vite et comprenne vite. J'ai besoin d'avoir quelqu'un qui percute en face de moi. Et ça, je pense que techniquement, c'est très compliqué de tester quelqu'un lors d'un entretien parce que, en plus, on sait que pendant un entretien, les gens sont pas forcément dans leurs conditions normales et que si tu poses une question technique, il se peut très bien que dans des conditions normales, ils aient la réponse et que là, avec le stress de l'entretien, ils perdent un petit peu leurs moyens, mais tu vois quand même très rapidement dans les yeux du candidat s'il comprend tes problématiques, s'il arrive à réfléchir vite et à se projeter. Et c'est ça que moi je vais rechercher, c'est quelqu'un qui comprend vite et qui est capable de se projeter quand je fais un recrutement. Pour toi, qu'est-ce qui fait un bon trésorier aux yeux d'un CEO ou d'un CFO? Quels sont les éléments qui vont faire en sorte que cette fonction-là sera valorisée et perçue comme elle se doit? Alors pour moi, si tu veux, le bon trésorier, c'est celui... Il y a le bon et le mauvais trésorier, comme le bon et le mauvais chasseur. Non, le bon trésorier, c'est celui qui va être capable d'anticiper une situation. On ne demande pas à un trésorier de faire des miracles. Parce que quand il n'y a plus de cash, il n'y a plus de cash. Et le trésorier, il n'a pas la planche à billets. Mais j'ai envie de dire que le bon trésorier, c'est celui qui va être capable d'anticiper les problématiques pour pouvoir proposer des solutions au CFO. Dans l'anticipation, plutôt que dans l'urgence et dans le fait de subir une situation délicate. Voilà, c'est ça qui va faire pour moi la différence. Et je pense qu'un CFO, c'est ce qu'il attend, c'est que son trésorier lui amène des solutions. Comment, selon toi, le métier du trésorier est amené à évoluer? Quelles sont ses problématiques de demain et ses axes de développement? Alors demain, comment est-ce que le poste peut évoluer? Je pense que donc le poste de trésorier va se rapprocher, à mon avis, de plus en plus de la direction des postes de direction comptable, parce que le trésorier, à mon sens, doit pour pouvoir, et on en revient à ta question précédente, qu'est-ce qu'un bon trésorier, mais pour pouvoir anticiper, le trésorier doit être capable d'analyser. Et donc, quand je dis analyser, c'est à la fois prévoir en faisant des prévisions de cash à court, moyen, long terme, mais aussi analyser les difficultés structurelles ou conjoncturelles de sa société en analysant son bilan et donc en faisant de l'analyse financière, son bilan ou son compte de résultat. Et c'est pour ça que je dis que je pense que le trésorier va se rapprocher de plus en plus de la direction comptable, parce que trésorerie et analyse financière, pour moi, ça va devenir étroitement lié. En tout cas, ça peut être une direction que souhaite donner le management. Si on fait confiance, comme le rôle du trésorier devient de plus en plus central, si on lui fait confiance, on va lui demander aussi d'analyser et de trouver des solutions. Après, on peut reprendre l'exemple du BFR, hein, mais le BFR, en fait, quels vont être les leviers
le trésorier va regarder comment est-ce que son BFR est financé, s'il est financé par des capitaux propres, s'il est financé par de la dette, s'il est financé par de la dette, par quel type de dette, si c'est de la dette court terme, si c'est de la dette long terme. Et je pense que le trésorier doit être capable de faire ce type d'analyse-là et ensuite de pouvoir aider le CFO à pointer ce qui ne va pas. Et il est capable de pointer du doigt ce qui ne fonctionne pas. Mais ça implique aussi également qu'on ait une sorte de, comment dirais-je, de changement de mentalité dans les sociétés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, plus une société est grosse, plus elle marche en silo et les services marchent en silo. D'accord ? Et moi, je pense qu'en fait, si tu veux pouvoir être plus efficace, il faut que les salariés aient une vision globale de l'activité et qu'on arrête de fonctionner en silo. Parce que si tu veux, ne serait-ce que motiver ton personnel, il faut donner un sens à leur travail. Et pour donner un sens, il faut qu'ils comprennent ce qu'ils fassent et comment est-ce qu'eux-mêmes s'intègrent dans un process plus global. Et à la trésorerie, je pense que on a vraiment la fonction qui, par définition, s'intègre vraiment bien à l'ensemble des différents process et en tout cas qui a une interaction avec beaucoup d'autres process. Donc, c'est plus facile pour nous de casser ces silos et de pouvoir être au centre de l'activité et conseiller les CFO, aussi bien les CFO que la direction sur les directions à prendre en termes de gestion financière, on va dire. D'accord. Donc toi, en résumé, toi, ce que tu vois, ce que tu imagines comme étant l'évolution du métier, ce serait plutôt plus de fusionner avec les métiers avec lesquels il est déjà en relation, plutôt que d'affirmer sa particularité et de renforcer son propre silo, je dirais, aujourd'hui. C'est bien ça ? Oui, alors tu peux avoir plusieurs approches. Hein. C'est soit fusionner parce que je pense que finalement, un rapprochement. Après, qui n'est pas d'absorption. Mais, ouais. Et se rapprocher, ça veut pas dire forcément s'oublier. Hein. Ça veut pas dire que que parce que tu te rapproches, tu oublies tes propres particularités. Non, je pense que ça veut dire que le trésorier doit être capable de faire de l'analyse financière et donc doit être capable de se rapprocher de la direction comptable, mais également doit être capable de transmettre la culture cash à l'ensemble de l'entreprise parce que c'est clé pour comprendre les problématiques de cash. Si tu veux pouvoir sensibiliser ton personnel, il faut aussi que tout le monde soit sensibilisé aux problématiques cash. Donc, pour résumer, je pense que le rôle de la trésorerie de demain, ça sera un rôle encore beaucoup plus central que ce qu'il peut l'être aujourd'hui, parce qu'on a un rôle clé à jouer de lien fort entre les différents services. En dernière petite question, si tu n'avais pas fait de la trésorerie, qu'est-ce que tu aurais fait ? J'aurais fait footballeur. Non, c'est pas vrai. Non, ça m'aurait plu, mais j'ai jamais eu le talent. Non, en revanche, moi, si j'avais pas fait de trésorerie, ou en tout cas, quelle serait plutôt, à défaut, quelles sont mes envies de demain ? J'ai toujours aimé les métiers de la finance. Donc, quelque part, aujourd'hui, je considère que j'ai un peu fait du contrôle de gestion quand je travaillais sur l'analyse de résultats de nos couvertures de taux et de change quand j'étais au groupe, à la direction financière du groupe. Donc, j'ai fait une forme de contrôle de gestion. Aujourd'hui, je fais de la trésorerie. J'essaie de transformer mon rôle de trésorier en rôle de trésorier analyste financier, puisque vraiment j'essaye d'axer nos réflexions sur l'analyse de nos ratios. Ce qui veut dire que finalement, j'aurais fait un petit peu les trois fonctions, quand je serais allé au bout de ce cycle-là, j'aurais fait un petit peu les trois fonctions liées à la finance, qui me paraissent être quelque part un peu indispensables pour faire de l'entrepreneuriat. Et ça serait ça peut-être mon envie, si je faisais pas de trésorerie demain, ça serait de faire de l'entrepreneuriat, parce que une fois que tu as ces connaissances opérationnelles, je me sentirais sans doute, une fois que j'aurai ces connaissances opérationnelles, je me sentirais sans doute mieux armé pour pouvoir essayer de monter mon business et essayer de me projeter de façon plus sereine
parce que je suis quelqu'un d'un peu frileux. D'accord. Monter ton business ? Ouais. Et alors, pas forcément dans les domaines qu'on peut imaginer, mais moi j'ai toujours eu une attirance pour le monde de la restauration, figure-toi. Donc tu vois, peut-être. D'accord. Après... J'ai des recettes de burgers absolument excellentes. C'est vrai ? Je me vois bien ouvrir une petite chaîne de restaurants de burgers. Alors c'est peut-être pas le bon moment en ce moment, mais voilà, c'est vers ça que peut-être que j'irai demain. Mais là encore, ça sera le fruit d'une multitude de hasards qui feront que j'irai ou non vers ce type de carrière. Mais en tout cas, si j'étais plus dans la trésorerie aujourd'hui, voilà peut-être ce que je ferais. Ah oui, tout à fait. Non, je comprends. Non, mais très bien. Écoute, quand tu auras montré ton restaurant, tu me donneras l'adresse. Voilà, je serai plus que bienvenu. Exactement. Ok. Bon, merci Florent. Merci beaucoup pour ton temps. Merci pour ces réponses. C'était un plaisir, écoute. Et écoute, je te dis à bientôt. Je te remercie. Cet épisode est maintenant terminé. Si vous avez aimé ce podcast, aidez-nous à le faire connaître en le partageant sur LinkedIn et en suivant la page du podcast. Merci d'avoir passé ce moment avec nous et à très bientôt pour un nouvel épisode.